moi, ce qui me questionne, c'est de me dire, voilà, il y avait, voilà, vous avez parlé de Colombo à la Renaissance, qui décrit très bien, il y a des gravures, enfin voilà, où on voit bien. Il y avait Ludwig Cobalt au 19e, qui était connu de Le Bon, et puis Le Bon, je pense qu'il a dû en parler. Le Bon influence largement. Marie Bonaparte de l'orgasme féminin et de la question du clitoris. Et puis d'ailleurs, dans les textes, c'est assez drôle justement dans le texte de voir qu'elle a une idée assez précise, qu'elle a des orgasmes grâce au clitoris, mais elle a quand même besoin de plaire et puis d'avoir l'approbation de Freud, d'où ces aléas où elle essaie de mélanger les théories. À mon avis, c'est comme ça que j'interprète la chose, parce qu'elle a quand même une idée assez claire à plusieurs endroits où elle dit non, c'est clitoridien, Freud dit mais non, je ne suis pas d'accord. Mais bref, il y a quand même une idée assez précise, et puis on se retrouve voilà, fin du 19e et tout un siècle, avec une espèce d'obscurantisme autour du clitoris et de l'orgasme féminin. Comment est-ce qu'on explique ça? Parce que moi je trouve ça sidérant, qu'il faille un siècle pour qu'on redécouvre, plus d'un siècle, pour redécouvrir ça. Je trouve ça fou. C'est vrai qu'on a quand même pas mal de travaux, là, pour le coup, en histoire des sciences, sur combien tous les travaux sur et par les femmes ont été mis de côté. Une grande difficulté à pouvoir accéder à des postes académiques, grande difficulté. Donc du coup, c'est pas seulement le fait d'être femme, mais c'est aussi la femme, la féminité, le corps féminin qui s'est retrouvé comme étant, et encore aujourd'hui, on sait qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites sur des hommes blancs, etc. Et en fait, tous les corps qui sortent de la norme sont des corps qui sont moins étudiés. Tous les esprits aussi en psychologie qui sortent de la norme, en fait, en psychologie, les études elles sont faites sur les étudiants de psychologie. Donc sur des filles pour le coup, sur des filles qui ont fait des études à un certain niveau, etc. Et puis finalement, il y a plein d'esprits, comme il y a plein de corps qui ne sont pas étudiés parce que la science ne les mobilise pas comme matériel pour eux. Et je pense que là, l'explication paraît... Oui, mais en même temps, le 20e, voilà, les 68, enfin, le pouvoir des femmes, ça met quand même du temps. Ça met du temps à arriver, mais je pense si je m'en tiens à Marie Bonaparte, une des raisons pour laquelle elle est, souvent un peu, pas ridiculisée, mais c'est pas loin, souvent on a un peu des ricanements sur elle, parce que le fait d'avoir toutes ces archives dont j'ai parlé avant, ça pousse à une démarche psychobiographique, que d'ailleurs elle adore, elle adore la psychobiographie. Oui, elle a fait Edgar Allan Poe, qui a un très joli texte, c'est vraiment un texte très sympathique. Et de la psychobiographie, on glisse souvent assez facilement à la pathographie. C'est-à-dire qu'on recherche tous les motifs de manière téléologique, en regardant le passé comme ça, en disant mais pourquoi est-ce qu'elle est si bizarre? Puis c'est Marie Bonaparte, on a beaucoup d'éléments pour dire qu'elle est bizarre. On regarde son enfance, son adolescence, ses intérêts. On a des traces qui nous amènent à cette lecture pathographique. Ça, c'est une des raisons pour lesquelles elle, en tout cas, elle a été... Oui, mais alors qu'on aurait pu la voir dans un autre angle, où finalement, elle, à partir d'une enfance compliquée, où on l'éduque pour la marier, elle sort, elle s'oppose à cela, et elle en fait quelque chose. Oui, mais elle avait les moyens, déjà. Oui, mais elle a quand même réussi à le faire, parce que les autres personnes ont les moyens ne font pas. Mais elle avait les moyens financiers, ça c'est très important, d'accéder à beaucoup de niveaux, à beaucoup de groupes. Exactement. Mais une chose, j'ai découvert à travers ces lettres, je pense qu'elle me paraît beaucoup plus normale de ce que je pensais avant. Pour moi, c'était tout à fait le contraire. En fait, c'est ça que je l'ai trouvée beaucoup plus normale et beaucoup plus intéressante avec ces... Bon, je trouvais étrange qu'elle dise « cher papa », ça m'a surpris énormément. Mais je ne savais pas qu'il y avait cette intimité entre les deux. Freud l'appelle cher Mimi. Voilà, moi c'est une découverte, mais j'ai trouvé extrêmement pertinente et puis c'est-à-dire avec une position bien affirmée vis-à-vis de Freud. Donc elle cherchait un peu son approbation, mais elle ne se laissait pas faire. Je trouve qu'elle était extrêmement pointue, adéquate dans son adresse à Freud. Je trouvais vraiment, je l'ai découverte à travers ses lettres, franchement. J'avais une idée justement un petit peu caricaturale à travers donc, ce qu'on avait lu dans le siècle dernier. Je pense qu'il y a différentes raisons. C'est vrai qu'aussi, quand en Seconde Guerre mondiale, elle part, elle va partir
après le décès de Freud, etc. Seconde Guerre mondiale, elle va s'exiler en Afrique du Sud. Et quand elle revient en France, à 60 ans, et à ce moment-là, qui a en France Lacan. Et ils ont des visions extrêmement différentes. Mais elle est biologisante jusqu'au bout des ongles. Et Lacan, et Lacan, on ne peut pas dire que ce soit le chantre de... Au contraire, l'idéologie. Exactement. C'est quand même son... Donc du coup, si on rajoute à ça les questions purement techniques de durée d'analyse, scission de 53 dans la SPP, avec Lacan qui, pour des raisons à la fois théoriques mais aussi des raisons pratiques, va créer, se séparer, tout ça fait qu'ils ne peuvent que se détester. Et ils se détestent. Ils se détestent. Ça veut dire, elle déteste. Parce que une des choses, des raisons pour lesquelles je pense qu'elle déteste Lacan, c'est parce que Löwenstein déteste Lacan. Parce que ça s'est mal passé, cette fin d'analyse entre Lacan et Löwenstein. Et elle, Löwenstein. Et puis une autre chose, on n'a pas dit encore, mais Löwenstein et elle est orthodoxe. Hein. Donc pour elle, transgresser les règles de Freud, c'est... Oui, mais elle est orthodoxe. Orthodoxe, mais elle a couché avec Löwenstein, elle était amoureuse, puis après elle reprend une analyse avec lui. C'est une orthodoxie un peu particulière. Orthodoxe, c'est la durée des séances. Oui, alors voilà. Donc elle voulait s'étendre longtemps dans les séances à durée variable, pour elle, c'est pas... C'est un crime bien plus grave. C'est vrai que c'est étonnant qu'elle demande une analyse à Löwenstein après avoir été la maîtresse de Löwenstein. Le dit, elle signe une lettre, dire infidèle, ma devise pourrait être infidèle toujours. Je sais pas. Oui. Parce qu'elle se sentait infidèle. Oui, elle signe son infidèle. Et là, c'est un jeu avec Freud. Parce qu'elle se sent infidèle à Freud de faire une analyse. Et il y a un transfert négatif avec Freud, même si c'est très gentil, très... Cette première lettre que vous avez sélectionnée là, ça montre déjà un transfert négatif avec Freud assez fort. Ça veut dire qu'il y a un moment comme ça. Ici, elle était encore en analyse avec Freud. Pourquoi transfert négatif? Non. Elle a des reproches. Oui, mais elle n'a pas que des reproches. Ok, d'accord. C'est un aspect négatif du transfert, si vous voulez. On peut avoir des reproches sans avoir un transfert négatif. Oui, mais ce sont des reproches très forts envers Freud, de façon très douce. Ce qui est important, c'est que ça aurait pu casser entre eux. Il aurait pu y avoir... Freud, d'habitude, il n'est pas tolérant. Freud, c'est pas quelqu'un qui accepte facilement, il se fâche quand même pas mal avec ses élèves. Elle finance pas mal de choses aussi. Je pense que ça doit jouer un petit rôle. Mais je pense qu'il y a... c'est possible. Mais je pense qu'il y a une amitié sincère entre eux. Une relation. Oui, il s'appréciait beaucoup. Qu'on accepte les débordements. Mais justement, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a le sentiment d'être infidèle à Freud en faisant une analyse chez Löwenstein. Maintenant, la question de son analyse à Löwenstein, c'est, là en termes d'imaginaire, c'est extraordinaire, c'est comme elle a eu des orgasmes avec Löwenstein, elle pense que l'analyse avec Löwenstein va lui permettre de pouvoir avoir les orgasmes avec d'autres hommes. Oui. Mais elle a une approche bimodale. D'un côté, il y a le côté analyse avec Löwenstein, puis d'un autre côté, il y a les exercices pratiques avec Troisier pour voir si elle va récupérer sa sexualité. Elle arrive à la conclusion qu'elle ne jouit pas avec les hommes qu'elle aime. Oui, alors, ça, c'était très intéressant, mais c'est très masculin. Elle intéresse beaucoup et en même temps, elle tient comme des statistiques à un moment, et elle explique bien que ce que frigide veut dire pour elle, c'est ne pas avoir d'orgasme vaginal. C'est ça, c'est pas ne pas avoir du plaisir. Parce qu'elle dit même, des fois elle fait son tour, elle fait par moment, elle dit voilà, 6 fois, 7 fois sur 10, si je me masturbe avec un homme pendant le rapport, j'ai un orgasme. C'est ça. Donc en fait, je sais plus les chiffres, mais on peut, c'est pas plaisir là. Si on prend la définition de l'OMS ou de la frigidité, elle ne rentre pas du tout. Ça veut dire, pour elle, c'est la dictature de l'orgasme. Par contre, ça oui, elle est attentive. C'est vrai qu'on lui a vendu ça aussi. Elle a lu Freud. Oui. Elle a lu Freud, elle a lu les 3 essais, 3 essais dès 1905, puis elle a lu les conférences sur la féminité, une nouvelle conférence sur la féminité, où c'est écrit quand même... C'est écrit noir sur blanc, ça. Donc elle reprend, et comme elle est un peu, un moment, un petit peu comme ça, elle se dit, ça
marche pas. Oui, mais c'était aussi l'idée du moment. Hein. Donc, Oui. c'était Oui, c'est l'idée du l'idée, moment. On dit qu'il y a quelque chose de Freud n'est pas biologique, seul à mais il y penser a ça. quelque chose aussi de... Mais elle le contredit aussi dans le texte. Il y a plusieurs passages, plusieurs lettres où elle dit non, la sexualité c'est clitoridienne, et puis Freud lui dit non.